Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un top 10. Wouhou! Avec la corde qui s'envole. Wouhou! En effet, l'année 2022 est terminée depuis un bon moment maintenant. Oui, j'ai légèrement un petit peu de retard dans les vidéos, mais c'est pas grave. Je pense que cette vidéo reste d'actualité, reste importante, reste actuelle tout de même, et surtout reste, comment dire, je cherche un mot que je ne trouve pas, et c'est toujours galère quand on filme et qu'on ne trouve pas son mot. Je trouve que cette vidéo peut toujours vous rendre service. Ce n'est pas vraiment... J'ai toujours mon épi là, tout va bien. Que cette vidéo peut toujours vous servir. Voilà, c'est le mot que je cherchais. En effet, il s'agit du top 10 de mes meilleures lectures de 2022. Avouez que je la sorte au mois de janvier ou que je la sorte au mois de février, ça reste mes préférés de l'année passée et ça peut toujours vous servir pour vous donner des idées de lecture. Sauf qu'au lieu d'avoir l'idée au mois de janvier, vous aurez l'idée au mois de février. Ça ne change pas grand-chose, on est d'accord. Je ne me trompe pas, je ne me vous revois pas. Vous revois, je ne suis pas sûr que ça se dit. Bref, assez papoté, je propose qu'on commence tout de suite, histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Et forcément, qui dit top 10 dit ce serait pas drôle qu'on commence par le numéro 1. On va donc commencer par le numéro 10. Et en 10e position, attention, entrée fracassante de la SFFF. Dans mon top 10, j'ai mis Dark Rise de CS Pacat. C'est aux éditions Big Bang. En plus, c'est un toc-toc. Il est tout joli, tout beau. Et je l'ai beaucoup aimé et donc voilà, il méritait amplement sa place dans ce top 10. Alors, pour ce qui est de l'histoire, on commence l'histoire sans trop en savoir. Et je pense que ça reste important de ne pas trop en savoir, parce que c'est une des choses que j'ai préférées dans le livre, c'est qu'il y a pas mal de rebondissements, il y a pas mal de moments où on est surpris. En tout cas, moi, j'ai été surpris. Peut-être que quelqu'un qui a l'habitude du genre le sera moins. Mais moi, j'ai été pas mal surpris. Il y a des rebondissements et ça, c'est plutôt cool. Alors, tout ce qu'on sait au début de l'histoire, c'est qu'il y a des gentils et des méchants. Dit comme ça, c'est un petit peu manichéen. Mais c'est assez réaliste, c'est-à-dire qu'on suit au début une jeune fille, c'est assez flou au début, on ne sait pas trop qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, qui sont les méchants, qui sont les gentils, tout ça, mais on suit une jeune fille qui est du bon côté, et elle va se rendre compte au fur et à mesure qu'elle n'est peut-être pas tant que ça du bon côté, voilà. Oui, je n'en dirai pas plus, ouais, je suis cruel. Est-ce que je vous donne envie en disant que ça? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que je vous ai déjà dit que j'ai été surpris, que j'ai aimé être surpris, qu'il y a pas mal de rebondissements. L'écriture est assez chouette. Alors j'avais peur au départ parce que on va vérifier ça ensemble. Ça se passe en 1821. À Londres, donc moi quand je vois 1861, je me dis toujours ouïe, eh ben pas du tout, c'était super, méga, trop cool. Le livre est assez long, mais ça se lit vraiment d'une traite tout seul, sans aucun souci, sans aucun... ça se lit sans fin, quoi. Ça se lit comme on mange des cacahuètes à la terrasse d'un café, sans qu'on s'en rende compte. Donc c'était assez cool, surtout pour moi, pour ma petite... incursion dans le genre de la SFFF. À vérifier, mais je pense que c'est de la fantaisie. Vous savez que j'ai toujours du mal à faire la différence entre le fantastique et la fantaisie. Un jour, j'y arriverai. Un jour. Mais pour le moment, on me le dit à chaque fois. Et à chaque fois, 5 minutes après, j'ai déjà oublié. Ensuite, pour le numéro 9, on change
complètement de genre et d'univers, puisque pour le numéro 9, j'ai mis État de terreur d'Hillary Rodham Clinton et de Louise Penny, c'est aux éditions Actes Sud dans la collection Actes Noirs. C'est donc du thriller et c'était juste génial. En tout cas, je me souviens que j'avais adoré. Ça fait un petit moment maintenant que je l'ai lu. Je me demande si c'était pas pendant l'été. Donc ça remonte. Hein. Alors, ce que je retiens principalement de ce roman, c'est que c'est des chapitres très courts et donc que ça va vite. C'est ce que j'adore en thriller. Et ce que je retiens aussi beaucoup, c'est le fait qu'il y ait plusieurs personnages et que chaque chapitre, on est une fois avec telle personne, une fois avec telle personne, une fois avec telle personne. C'est quelque chose qui fonctionne super bien avec moi aussi en thriller. Ça, c'est pour le style, il est impeccable, ça se lit tout seul, ça se mange tout seul, c'était juste génial. Ensuite, on est principalement avec la secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique. Secrétaire d'État, si vous n'avez pas l'habitude, c'est la ministre des Affaires étrangères. Et il y a des attentats. Sauf que les attentats, c'est en Europe. Notamment, je pense qu'il y a aussi... je me souviens qu'il y avait en Allemagne ou à Londres. Oui, il y a Pakistan, Afghanistan, Iran, etc. etc. Donc bon, c'est loin des États-Unis. Les États-Unis veulent bien aider, mais bon, il n'y a pas non plus... voilà, voilà. Sauf qu'il y a une petite analyste, vous savez, comme dans tous les films, toutes les séries, la petite analyste qui est au tout début de l'échelon hiérarchique, qui découvre que ça va aller bien plus loin que ça et que les États-Unis sont en danger aussi. Forcément, personne n'écoute la petite analyste. Oh non, oh. Et peut-être t'as rien compris, retourne à ton bureau et laisse les grands faire, quoi. Sauf que, évidemment, qui a raison? Bah, c'est la petite, hein, voilà. On ferait mieux d'écouter les analystes. Et donc, ben, l'analyste va réussir à persuader les gens qu'il va se passer quelque chose. Et là, c'est la course contre la montre pour empêcher cet attentat sur le territoire des États-Unis. Et là, c'est parti, quoi. C'est l'autoroute du bonheur, du suspense, de qu'est-ce qui va se passer, de comment ça va finir, de tout ça, tout ça. C'était vraiment vachement bien fichu, c'était vachement prenant, c'était vachement suspendant. Et voilà, il y a un côté thriller, il y a un côté course contre la montre, il y a un côté ça va très vite, et puis il y a un côté politique qui, forcément, moi, personnellement, ne pouvait pas me déplaire, mais j'ai passé un super bon moment avec ce roman. Je ne peux que vous le conseiller. Si je compte bien, on est au numéro 8. On va à nouveau complètement changer de genre, puisque en numéro 8, j'ai mis une romance, j'ai mis Flirting with 40 de K. Bromberg, c'est aux éditions Hugo, c'est dans la collection New Romance. J'ai adoré ce livre. Alors, j'avais déjà lu plusieurs K. Bromberg. Si vous avez déjà lu du K. Bromberg, vous connaissez son genre, son style. C'est une autrice qui écrit assez bien. J'avais bien aimé tous ses autres livres, mais sans plus, voilà, c'était des bonnes lectures. Attendez, c'est le moment recoiffage un petit peu, j'ai l'impression que je suis coiffé aujourd'hui, il n'y a rien qui va. Sans plus, quoi. Sauf que j'ai adoré. Alors, la première chose que j'ai adoré dans ce livre, c'est la rencontre entre les deux personnages. C'est le genre de rencontre... alors, je vais me taire sur les circonstances, etc., parce que je sais qu'il y en a qui préfèrent découvrir eux-mêmes. Mais moi, personnellement, c'est le genre de rencontre qui me fait... Waouh, t'es trop mignon, Jérôme, c'est trop mignon. Donc, franchement, on est page 16, on est déjà conquis, on a déjà envie de lire tout le livre. Et puis, surtout, j'ai beaucoup aimé, grâce au message qu'il y a derrière, puisque on est avec une femme qui arrive à ses 40 ans et qui a l'impression... Alors, c'est ce qu'on appelle la crise de la quarantaine. Elle a l'impression de plus être dans le coup, de plus être bonne, de plus être aussi bien que les autres. Elle a l'impression qu'on la considère plus trop bien dans son travail, etc., etc. Et elle va ouvrir les yeux petit à petit sur le fait que non, la vie n'est pas finie à 40 ans, et elle va reprendre confiance en elle, elle va reprendre les choses en main et elle va recommencer à s'affirmer
Tout ça en tombant amoureux du mec. Le mec, il est trop cool aussi. Même si le mec a son secret aussi, hein, le mec est dans une mauvaise position à son travail suite à quelque chose. Ouais, je pense que le secret vaut mieux le laisser secret. Bref, c'était finement mené, c'est très court, c'est assez classique dans la forme, mais écoutez, pour moi écrire à ma petite échelle, hein, je n'ai pas le talent de Camembert, je peux vous dire que c'est parfois plus difficile de faire du classique. Alors, parce que le classique permet moins d'erreurs que si on essaie quelque chose d'original. Bref, c'était super méga trop cool. Et je ne peux que vous le conseiller, surtout qu'en fait, moi, ça m'a touché parce que j'ai pas la quarantaine, mais j'ai moi aussi très peu confiance en moi, peu d'estime, etc., etc. Et donc, le message véhiculé par le livre on vaut tous quelque chose et on peut tous faire quelque chose et on doit arrêter de se mettre des barrières, ben, ça m'a forcément beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. On va rester cette fois-ci dans le même genre et on va passer au numéro 7. Le numéro 7, c'est le premier tome de la saga Compass de Brittany Cherry. C'est aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Là aussi, alors, je ne mets que le tome 1 et pas toute la saga tout simplement parce qu'en 2022, je n'ai lu que le tome 1. Depuis, j'ai déjà lu le tome 2, mais on va en rester au tome 1. Alors, dans celui-ci, on va être dans une petite ville du Kentucky, si je me souviens bien. Et on va être avec Jax, mais surtout avec l'héroïne. J'ai oublié le prénom de l'héroïne. Heureusement que c'est un coup de cœur. Kennedy. Et en fait, Jax et Kennedy se connaissent depuis le début. Ce sont des bons amis, etc. Enfin, c'était des bons amis. Ils vont se retrouver des années plus tard. Et on est clairement dans le schéma classique en romance du elle est super lumineuse, super sympa, super souriante, etc. Alors que, franchement, elle vit quelque chose de pas facile. Elle est dans un moment de sa vie où il faut supporter, quoi. Et lui, c'est un connard arrogant, super froid, super mal poli, mal léché, tout ça, tout ça. Et ils se rencontrent et paf, ça fait des chocs à pic. Tout simplement. Franchement, ce qui fait beaucoup dans ce livre, c'est l'écriture de Brittany Cherry. Pour moi, il n'y a rien à faire, quoi. Pour moi, c'est la papesse de la romance, Brittany Cherry. Elle a un style d'écriture, mais je suis sûr qu'il y en a qui tueraient pour avoir ce style et ce talent. Moi, j'irai pas jusque-là, mais je m'étouffe de jalousie. C'est toujours des romans assez longs et pourtant ça se lit en moins de deux. Et puis ce drop de elle est gentille, machin bidule, et lui c'est un ours, ça marche toujours sur moi. Je pense qu'un type comme ça dans la réalité, je lui en foutrais 5 et je lui parlerais plus. Mais dans la fiction, dans la romance, tout ça, écoutez, je plaide coupable. Ça me plaît énormément. Donc bah, si ça me plaît, pourquoi me priver et pourquoi ne pas continuer? Parce que c'est juste méga trop génial. Lisez du Brittany Cherry, que ce soit celui-ci ou un autre, vous ne serez pas déçus et vous allez adorer. On va donc maintenant passer au numéro 6. Alors le numéro 6, je vous présente les deux tomes parce que j'ai lu les deux tomes en 2022. Et surtout parce que c'est une saga que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On change de genre, on passe à du young adulte, plutôt du young adulte. J'allais dire jeunesse, mais c'est plutôt du young adulte. Il s'agit de la saga Inheritance Games, donc le tome 1. Et le tome 2, il n'y a pas de sous-titres. Il est légendé, mais c'est pas des sous-titres. Déjà, regardez-moi ces couvertures, quoi. C'est juste magnifique. Alors, c'est de Jennifer Lynn Barnes, c'est aux éditions PKJ, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette saga. Le tome 3 sort ici au mois de février, j'ai trop hâte. Si jamais vous ne connaissez pas l'histoire de ces livres, c'est assez simple, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Avery, ou Avery, si on le dit à l'américaine, et Avery va toucher le pactole. En effet, elle va avoir droit à un héritage, l'héritage d'un vieux monsieur qui était très riche. Ouais. Sauf que
Problème numéro un, elle ne connaissait absolument pas le monsieur qui lui a donné tous ses sous. Et problème numéro 2, c'est que ce monsieur a une famille. Il a même une énorme famille, une très grande famille. Et cette famille, ben, elle n'est pas super contente et enthousiaste à l'idée qu'une inconnue va toucher tous les sous alors qu'eux, ils n'auront rien, ils auront peanuts que dalle. Et problème numéro 3, pour que Avery puisse toucher l'héritage de ce vieux monsieur, eh bien, elle est obligée d'aller vivre 1 an dans le manoir, oui c'est ça, dans le manoir familial avec toute la famille. Voilà, ça c'est l'histoire de base. L'écriture est très fluide, très simple, même parfois peut-être un peu trop simple. C'est peut-être le point négatif de ces romans, c'est que l'écriture n'est pas très... Voilà, mais franchement, il y a de quoi faire tout de même. C'est beaucoup un livre qui marche à suspense en fait. À chaque fois, il y a un secret. Et pour découvrir le secret, il faut faire ça, et puis on retombe sur une réponse qui amène une autre question, et pour répondre à la question, il faut trouver ça et ça, parce que forcément, je vous le mets dans le mille, ben, tout le monde va quand même essayer de comprendre c'est qui cette Avery, pourquoi est-ce qu'elle a touché l'héritage, qu'est-ce qu'il voulait le vieux là à faire cette manœuvre, et est-ce que c'est totalement... une coïncidence que ce soit elle qui soit, qui, que ce soit elle qui ait touché l'héritage, etc. Et puis vous rajoutez à ça qu'il se passe des petites choses que Avery n'est pas forcément en sécurité, et on se demande qui lui en veut, et est-ce que les frères, parce que c'est principalement les frères, la fratrie qu'on suit, est-ce que les frères l'aiment vraiment bien ou est-ce qu'ils font semblant, etc. Bref, plein de mystères, plein de choses entraînantes, plein de choses prenantes. C'était juste méga trop cool. J'ai adoré cette saga et vivement le tome 3. Alors, où est-ce qu'on en est? Je regarde un petit peu sur mon petit papier. On est déjà au numéro 5. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu mettre à la place numéro 5? Eh ben, de la SFFF, de la fantasy, je pense. Il s'agit de Sorcery of Thorns. C'est de Margaret Rocherson. C'est aux éditions Big Bang. J'ai adoré ce livre. Il était trop cool. Et je pense que c'est normal parce que je pense que c'est parfaitement le genre de livre à lire pour s'intéresser à la SFFF, ou si on n'a pas beaucoup l'habitude d'en lire. Alors, ce livre, il raconte quoi? Ce livre, il raconte l'histoire d'Elisabeth. Elisabeth, elle est très gentille, elle est très cool, j'ai adoré ce personnage, et surtout, Elisabeth vit dans un monde pas tout à fait comme le nôtre, puisque dans le monde d'Elisabeth, il y a des livres. Jusque-là. Mais il y a des livres très anciens. Jusque-là. Mais les livres sont vivants. Ah. Les livres sont vivants, et surtout les livres sont pas toujours très gentils. Il y a même des livres très dangereux. Et Elisabeth est en train de se former pour faire un métier somme toute assez classique dans son monde, le métier de surveiller les livres pour pas qu'ils s'échappent, parce que dans les livres il y a des créatures qui peuvent faire beaucoup de mal. Et donc elle est à l'école, elle se forme, tout ça, tout va bien, jusqu'au jour où il y a un livre qui arrive à s'ouvrir, et donc le monstre arrive à partir, et il n'y avait qu'Elisabeth dans les parages, et donc Elisabeth va être accusée d'avoir libéré ce livre. Si ce n'était que ça, bon, Elisabeth est accusée, elle est emprisonnée, fin du livre, au revoir et merci. Mais non, ça va bien plus loin que ça. Mais ça, je ne vous le dirai pas. Ah non, je ne peux pas tout raconter. Il faut que je vous mette le point de départ, mais je ne peux pas raconter la suite. J'ai adoré parce que l'univers est très simplement introduit. C'est très clair, c'est très compréhensible. Si vous aimez la SF, forcément, mais si vous ne l'aimez pas ou si vous n'en avez pas l'habitude, c'est un gros point positif. J'ai adoré l'écriture qui est simplissime, qui est très addictive. Une fois qu'on l'a commencé, on ne peut plus le lâcher. C'était trop cool. J'ai adoré parce que l'histoire est vraiment très prenante. Je trouve qu'il y a du rebondissement, qu'il y a de l'action, qu'il y a certains moments où on se demande quand même si tout le monde va bien s'en sortir, et si tout va bien finir, et s'il ne va pas y avoir un mort ou l'autre. Et j'ai aimé parce qu'en plus de ça,
de cherry on the cake. Il y a une pointe de romance, alors vous inquiétez pas si vous n'aimez pas la romance. C'est pas du tout le principal du livre, c'est pas du tout l'ingrédient principal, mais il y a une lichette de romance, un peu comme il y a une lichette de grand marié dans des crêpes sautées, voilà. Oui, hein, j'ai tourné plusieurs vidéos, hein, je les enchaîne et du coup ça commence à être long et je commence à dire n'importe quoi. Je suis pas sûr que ça soit une bonne nouvelle. On va passer au numéro 4. À la marche du podium, juste avant le podium, il y a une romance. Et cette romance, c'est Fan Squad de C.S. Quill. C'est aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Là aussi, est-ce que j'ai besoin de faire un quart d'heure sur ce livre? Je pense que tout le monde connaît C.S. Quill. Et si vous connaissez C.S. Quill, vous savez que c'est une valeur sûre et vous savez qu'il ne faut pas hésiter une minute, que dis-je, une seconde, une seule microseconde avant de lire du C.S. Quill. Alors, ici, on est avec un groupe de musique. Je ne sais plus... les Unfall. Le héros des Unfall veut changer de direction de carrière. J'en dirai pas plus, comme ça il vous reste quand même du suspense. Et pour changer de direction de carrière, il doit changer de direction dans sa communication sur les réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Et donc, il lui faut une community manager. Et cette community manager va être la madame qu'il y a dans le roman, Elvis. Et Elvis va être la community manager des Unfall. Le seul gros problème, c'est que Elvis est ultra fan des Unfall et est ultra fan d'Oxton, le leader, et elle veut absolument pas travailler pour eux, elle veut absolument pas le rencontrer, elle veut absolument pas... non, quoi. Elle essaye de fuir, sauf que, bon, je vous laisse les détails, tout ça, elle va être obligée de travailler avec eux. C'est du C.S. Quill, l'écriture est juste incroyable, impeccable, super addictif, il y a de l'humour, en veux-tu, en voilà, c'est une poilade. Il y a plein de rebondissements et évidemment l'histoire d'amour est trop méga, trop mignonne, trop choupi, trop mimi que ça donne trop envie. Bref, c'est du C.S. Quill dans le texte, je ne peux que vous conseiller d'abord de lire du C.S. Quill et ensuite de lire ce livre-là parce qu'il était encore une fois bien starbé, bien marrant et bien succulent. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Ludovic, j'espère que tu détestes ce livre. Voilà. Du C.S. Quill dans le texte, je vous le dis. Et on en arrive à notre podium. Qui, quoi, qu'est-ce occupe les 3 premières places? Suspense. Suspense. Ah bah 3 genres différents en plus. Vous voyez que je lis de tout. Hein? Je lis vraiment de tout. Alors, à la 3e place de ce classement, on a un Young Adult Jeunesse. On a L'héritière des abysses de Rick Riordan. C'est aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. J'avais adoré ce livre. Alors, ce livre se base sur une œuvre très connue de Jules Verne dont j'ai oublié le titre. Mais on va retrouver ça très rapidement. Hein. Mais bon, en même temps, vous... 20 000 lieues sous les mers. Et en fait, pour la petite histoire, dans 20 000 lieues sous les mers, il y a un personnage dont j'ai oublié le nom, mais on va retrouver ça pas si facilement, à mon avis. Il y a le nom d'un personnage. Comment s'appelle le... le capitaine Nemo. Voilà. Qui a inventé plein de choses super révolutionnaires, super en avance sur notre temps, etc., etc., etc. Eric Riordan est parti du principe de « et si le sous-marin du capitaine Nemo existait? Et si toutes les inventions du capitaine Nemo existaient réellement ?» Ça devient intéressant tout ça, n'est-ce pas? C'est l'histoire de l'héritière des abysses, sauf que forcément, c'est pas raconté comme ça, c'est raconté légèrement mieux que ça, et on va y suivre l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Anna,
Et Anna va vivre plein d'aventures et pas forcément des aventures super chouettes, quoi. C'est pas Playmobil en avant les histoires, hein. C'est des histoires un petit peu moins drôles. Elle va apprendre petit à petit tout ce qui se passe et forcément, qui dit gros trésor, qui dit gros truc qui vaut cher et qui pourrait révolutionner le monde, dit gens gentils qui essayent de le protéger et dit méchant qui va essayer de mettre la main dessus. Voilà, je vous en dis pas plus. C'est une régalade. J'avais adoré les Percy Jackson de Rick Riordan. Eh bien, Rick Riordan est tout aussi doué pour écrire ce livre-ci. Il est pas très long, hein. Il fait quoi, 430 pages, mais ça se lit à une vitesse, c'est super, trop méga, trop cool. Et puis surtout, il se passe plein d'aventures, plein de rebondissements et surtout beaucoup, 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 beaucoup d'actions. Donc j'ai adoré, je ne peux que vous le conseiller, foncez, c'était trop méga, trop cool. À la deuxième place de ce classement, alors un truc rien à voir, c'est même pas un roman romanesque, c'est un document, mais il m'a tellement touché, tellement poigné. Il m'a mis mon petit cœur complètement tout cassé. Il s'agit de 11 septembre, une histoire orale. C'est de Gareth M. Craft, c'est aux éditions Les Arènes. Alors, je vous, autant vous le dire tout de suite, c'est très 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 dur comme livre. En fait, Monsieur Gareth, Monsieur Craft, a fait un énorme travail, un travail incroyable, puisqu'il a réuni des centaines, 500 témoignages de gens qui ont vécu le 11 septembre, mais réellement. C'est-à-dire les gens qui étaient dans les tours à ce moment-là, les gens qui étaient autour du World Trade Center, les gens qui faisaient partie des secours, enfin bref, toutes les personnes qui étaient présentes au 11 septembre. Et en fait, le livre est construit chronologiquement. Et en fait, vous avez à chaque fois en italique une petite explication de à quel moment de la journée on est. Donc voilà, la tour nord vient de s'écraser, vient de s'effondrer il y a 5 minutes, machin, à ce moment-là, tout ça, tout ça. Et ensuite, ce ne sont que des témoignages de personnes qui étaient présentes. Voilà. Alors, c'est super bien fait, c'est super instructif parce que on suit pour le coup le 11 septembre de l'intérieur au plus près. On ne peut pas faire plus près, c'est vraiment direct. La difficulté que ça a à la lecture, c'est qu'on n'a pas le recul du c'est raconté, quoi. C'est pas raconté de l'extérieur et donc ça nous fait pas très mal, ça nous... Bon, on se dit oui plusieurs fois, quelle horreur, machin bidule. Mais là, comme ce sont des gens, des victimes qui étaient, qui a échappé, comme ce sont des gens, des proches de gens qui sont morts, comme ce sont des gens qui ont participé au secours, etc. C'est des témoignages directs, on y est, on vit l'horreur au travers de leurs témoignages, et c'est très, 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 très prenant, très poignant, et surtout très 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 horrifique en fait, hein, parce que forcément vous avez des gens dans les tours qui étaient dans les tours au moment de l'impact de l'avion. Quand l'avion est rentré dans la tour, ben, ça a fait un feu, une fournaise incroyable, et donc les gens racontent, j'avais devant moi mon collègue qui était calciné, qui avait la peau noire tellement sa peau avait fondu. Ce genre de truc-là, on a la retranscription entre l'appel de quelqu'un qui était dans l'avion et sa femme, et qui lui dit écoute chérie, c'est fini, je vais mourir, prends soin de toi, prends soin de des enfants et surtout reconstruis ta vie, n'arrête pas ta vie parce que je suis mort, etc., etc. J'ai les larmes aux yeux rien que d'y penser. C'est un livre très 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 fort, mais très important, je pense, parce que des jours comme le 11 septembre, il faut jamais les oublier. Et, et vraiment très instructif sur tout ce qui s'est passé, et c'est écrit d'une manière... Voilà, je l'ai lu il y a plusieurs mois et je suis encore prêt à pleurer. Donc, pas, voilà, ça sert à rien que j'insiste sur le fait à quel point c'était juste... il aurait pu être numéro un, maintenant que j'y réfléchis, mais
Vraiment, lisez-le, c'est très bien fichu, c'est important de se rappeler de ce genre d'événements dans notre histoire, mais attention, c'est très, 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 très dur. Et enfin, on va passer au numéro 1. Alors, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus marrant, c'est beaucoup plus facile à lire. Il s'agit de romance. J'ai adoré cette saga. Alors, je dis saga, mais j'ai pas lu la saga en entier. C'est les 2 premiers tomes. Il s'agit de Bodyguard de Laura S. White aux éditions Hugo. Dans la collection New Romance, Laura S. White a encore frappé. Alors, je suis pas très objectif parce que je suis très très fan de ce que fait Laura, mais je trouve cette saga juste excellente. Tout d'abord, et grandement, grâce au style de l'autrice, parce que Laura a une façon d'écrire, mais juste exceptionnelle. Ça fait trop du bien, c'est trop facile à lire, c'est trop méga trop cool. Ensuite, alors d'abord, l'histoire de la saga, c'est l'histoire de 4 frères qui sont tous bodyguards et qui ont tous enfin, ils travaillent ensemble en fait et ils ont une entreprise de bodyguards et ils font des missions. Et dans chaque tome, on va suivre un des frères qui va forcément trouver l'amour et il va y avoir une histoire d'amour derrière tout ça. Oui, mais s'il n'y avait que ça. Non, il y a aussi un fil rouge sur le bouton rouge, un fil vert sur le bouton vert. Ah, je ne peux pas m'empêcher de faire cette blague nulle à chaque fois. Il y a un fil rouge qui concerne... Est-ce que je vous le dis? Non, je ne vais pas vous le dire. Je vais vous laisser la surprise. Mais gros plus de la saga, puisque forcément, on n'a qu'une envie, c'est d'en savoir plus sur ce fil rouge, d'en savoir plus sur la famille, d'en savoir plus sur leurs secrets. Et c'est très intéressant parce que forcément, dans le premier tome, on a très peu, très peu d'indices. On a très peu ce fil rouge qui est déroulé. Et puis dans le tome 2, on en a un petit peu plus. Et puis dans le tome 3, un petit peu plus. Et puis dans le tome 4, feu d'artifice, ça sera le dénouement, tout ça, tout ça. Mais c'est presque, je préfère presque le fil rouge qu'aux histoires, mais pas tout à fait, parce que j'aime beaucoup. Alors moi, personnellement, j'ai préféré le tome 2. J'aime beaucoup les frères qui sont Westwood. J'hésitais avec la saga Inheritance Games parce que c'est des frères aussi, mais dans Inheritance Games, il me semble que c'est Earthworth, un truc comme ça. Enfin bref, on s'en fout. Les frères Westwood sont très attachants, très unis. C'est très beau de voir leur amour fraternel. C'est très beau de les voir discuter ensemble et c'est très beau de les voir se serrer les coudes. Et puis forcément, à chaque fois, vous avez une héroïne. J'ai moins aimé l'héroïne du premier tome, mais j'ai beaucoup aimé celle du second tome. Bref, voilà, il y a plein de rebondissements, il y a plein de suspense, il y a plein de surprises, comme seule Laura sait le faire. Et c'est vraiment une saga. Alors, encore une fois, je n'ai lu que les 2 premiers tomes, mais c'est vraiment qu'une saga que je peux vous conseiller. Je manque un peu de mots euh, parce que en fait, ça tient pas à grand chose, quoi. C'est surtout ce fameux fil rouge qui est d'un suspense incroyable et on n'a qu'une envie, c'est de tout de suite savoir et c'est ce qui fait tourner les pages selon moi. Et dans chaque bouquin, on a une histoire d'amour et forcément, ben moi, c'est ce que j'aime aussi. Les personnages sont super attachants. Et puis il y a le style de Laura qui pour moi fait tout, quoi. Il n'y aurait pas le style de Laura, ça serait pas la même chose. Et c'est pour ça que j'ai du mal à vous en parler parce que une fois que je vous ai dit ça, j'ai dit tout ce que j'aime dans la saga, sauf que j'ai l'impression que c'est pas super vendeur, quoi. C'est genre, ouais, il y a 3 trucs lancés comme ça et tu nous vends ça comme ça. Mais je vous assure, vraiment, avec toute mon équipe, je m'y engage, que c'est suffisant parce que c'est juste trop, méga, trop génial et foncé. Vraiment. C'est pas mon numéro 1 de l'année pour rien.
Et donc voilà les amis, je vous ai présenté mon top 10 lecture de romans de l'année 2022. Avouez que franchement, encore une fois, on voit que je lis de tout, un top 10 varié et un top 10 de qualité. Je ne peux que vous conseiller forcément toutes ces lectures. J'espère vous avoir donné envie de les découvrir, j'espère que je vous ai donné des idées de lecture et j'espère surtout que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.